Voilà, Quentin Guilherme, on est des élèves du TOS Technique. On est une formation orientée web et communication. Alors, je crois qu'il y a un ami à moi qui voudrait vous dire un petit mot. Témic, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je suis l'assistant personnel du TOS Technique. Témic, musique. Ok, je mets de la musique sur Spotify. Attends, comment ça marche ton truc là? Tu lui dis de faire des actions et lui il t'obéit comme ça? Et ouais, c'est l'idée. C'est tout à fait ça. Attends, je veux bien qu'il y a un marketing vachement important, qu'il commence à avoir des interactions avec l'IA, mais c'est quand même vachement bien ce truc là. Bah plutôt pour le coup parce que... Alors, pour le coup, on a 3 intervenants qui sont avec nous pour pouvoir répondre à tes questions. Ouais. Alors, on a Pierre-Gilles Lesmarie. Je te demande de lever juste 2 secondes qu'on voit un petit peu Les qui gens t'es. te reconnaissent. Ouais. On a ensuite Nicolas Diaz, qui est donc consultant en cybersécurité. Et derrière, on a Jean Vareille, qui est maître de conférence à l'UBO, ici même. Donc ils sont là pour répondre un peu à mes questions, quoi. Tout à fait, c'est ça, on va répondre à tes questions et puis Mais on va se écoute, débrouiller. j'avais entendu dire que ça fonctionnait avec l'IA. Ah oui. C'est quoi ça exactement? Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, c'est-à-dire? Et bah l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de programmes mathématiques. Ouais, attends, tu vas trouver la technique, moi je suis perdu, je suis graphiste, il me faut des dessins, sinon je comprends rien. Ok, j'ai ce qu'il faut pour toi. Témic, est-ce que tu peux lancer la vidéo s'il te plaît? Tout de suite, monsieur. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi l'intelligence artificielle? En mars dernier, un programme informatique baptisé AlphaGo a battu au jeu de Go le champion coréen Lee Sedol en remportant 4 manches sur 5. Ce jeu est si complexe qu'on ne pensait pas à un ordinateur capable d'y jouer aussi bien qu'un humain. C'est une nouvelle preuve que l'intelligence artificielle a rattrapé, voire dépassé la nôtre. Mais peut-on vraiment parler d'intelligence pour une machine? L'idée de machine capable de penser naît au XXe siècle, dans les romans et les films de science-fiction. Dans certaines histoires, elles finissent par devenir trop intelligentes et se rebellent. C'est le cas de l'ordinateur HAL 9000 dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace, ou de Skynet, le cerveau, qui contrôle les robots dans Terminator. La réalité rejoint peu à peu la fiction. Enchaînons pour son Ainsi, question. les ordinateurs peuvent nous battre dans de nombreux domaines. La chimie, les échecs, etc. Il existe même des logiciels capables de Non, ça c'est passer fait, pour ça des c'est fait. humains On lors est d'une là. conversation Du coup, j'ai sur sauté un Internet. truc, je suis désolé ça. Mais par Enchaîne en exemple, demandant les questions aux gens. ou IA est exagérée. Les questions, je te Ces pose machines des ne sont questions. experts que dans un domaine. Après Celui les pour questions, lequel elles ont beaucoup programmé. je te lancerai Elles sur ne Google. peuvent pas, non seul, Ok. décider de s'intéresser à autre chose, car elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Certains experts pensent toutefois que la véritable IA apparaîtra au cours de ce siècle. Les scientifiques demandent donc que cette technologie soit strictement contrôlée pour éviter que les prédictions de la science-fiction se réalisent un jour. Tu poses des questions? Oui, on y répond. Bon, ok, alors maintenant je vois vachement mieux ce que c'est l'intelligence artificielle, mais hop. Ouais. Alors, Maintenant je comprends ce que c'est. C'est quoi? C'est une branche, les assistants personnels, c'est quoi? voilà, effectivement, tu as l'intelligence artificielle et en plus petit, enfin branche donc, du coup des intelligences artificielles, tu as donc les assistants personnels intelligents. Alors, je remets un petit peu de lumière histoire qu'on se voit mieux. Alors maintenant qu'on voit un petit peu mieux à quoi correspond l'intelligence artificielle et ce que sont, rapidement encore, pas tout de suite, mais vraiment les assistants personnels intelligents, j'ai quelques petites questions à vous poser. La première, c'est de savoir, est-ce que vous savez concrètement ce qu'est un assistant personnel intelligent? Qui a déjà une idée de ce que c'est? Alors, ça va être un petit vote à main levée, histoire d'avoir une petite idée. D'accord? 1, 2, ouais. Levez bien les mains, histoire qu'on voit à peu près. Ok. D'accord, il y a quand même pas mal de gens qui savent ce que c'est. Qui en possède une? Ok, pas grand monde. 1, d'accord? Ok. 2, 3, d'accord, ok, très bien. Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui projettent d'en acheter? Ok, d'accord, il y a quelques petites mains qui se lèvent, très bien, parfait. Nickel. Bon, d'accord, mais concrètement, parce que moi si je veux en acheter un, pareil, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bah oui, alors je pense que pour toi, ce qui va être le mieux, c'est que je puisse te sortir un tout petit truc, tu vas voir, c'est top. Hop, c'est Google Home. Google Home, je vais monter un petit peu le son.
Ok Google, quelle heure est-il? Il est 18h22. Super. Je peux lui poser des questions aussi? Ouais, vas-y, demande-lui ce que tu veux, pas de souci. Ok Google, qui est Emmanuel Macron? Ah ouais. Ah, c'est rapide. Hein. Selon Wikipédia, Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d'État français. Ok Google, convertis-moi 10 € en dollars. Et là, c'est le bug. C'est des choses qui arrivent. Bon, alors, Bon. on va arrêter Le là. micro est mis en veille. On le met en veille. Bon alors ok, je vois bien ce que c'est, mais du coup, comment ça marche? Un Alors, truc comme ça, comment ça marche? eh ben écoute, pour ça, il y a 3 intervenants, dont un qui va pouvoir nous aider. Pierre-Gilles, s'il te plaît, rejoins-nous. Donc Pierre-Gilles, tu me disais? Alors Pierre-Gilles est donc du coup le créateur du projet Gladys. Il a créé lui-même sa propre assistante personnelle intelligente. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici pour vous parler d'assistants intelligents, mais aussi intervenir sur la partie technologique, comment ça fonctionne. Comme je disais, j'ai créé un projet de domotique qui s'appelle Gladys. Donc de domotique à la base, est devenu en fait un assistant intelligent pour piloter un peu tout ce qu'on a à la maison et aussi nous aider au quotidien. C'est véritablement un assistant qu'on a pu voir. J'ai fait les autres choses ce soir avec quelques autres spécificités, on parlera de la Ça marche pas les bêches? Ouais, c'est bon. Donc pour me présenter, je m'appelle Pierre-Gilles Marie, j'ai 23 ans, je travaille sur Paris dans une start-up qui s'appelle Bulldozer, où je suis ingénieur back-end. Et du coup, j'ai fondé il y a 4 ans et demi un projet qui s'appelle Gladys, un assistant intelligent pour la maison qui contrôle un peu tout. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter un peu l'historique des assistants intelligents de mon projet, comment l'idée est venue, quelles sont les technologies. Comment le projet, l'idée m'est venue, quelles sont les technologies qui ont fait en sorte que Gladys ait pu naître et pourquoi on a vu d'autres assistants intelligents naître sur le marché et le futur que je vois pour les assistants intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines années, qu'est-ce qu'ils font déjà maintenant. Donc c'est l'objectif de cette présentation. Donc il y a quelques années, j'ai fait un constat, c'est qu'on utilise de plus en plus de services en ligne. Vous utilisez peut-être un agenda en ligne pour stocker vos agendas, vos calendriers, vos événements, que ce soit Google, Outlook ou n'importe quel autre système pour vos events. Vous utilisez peut-être des applications de météo pour savoir quel temps il fait chez vous, quel temps il fait le lendemain. Tout ça, c'est en ligne. Vous utilisez peut-être Waze ou Google Maps ou n'importe quelle application pour permettre de savoir combien de temps il faut pour aller d'un point A à un point B. Ou alors Citymapper si vous êtes sur Paris, une application de rappel pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire demain, ou alors la musique sur Spotify, on le voyait tout à l'heure. On a aussi de plus en plus d'objets connectés, c'est-à-dire que chez nous, on a des détecteurs de mouvement pour savoir quand il y a un intrus, on a des détecteurs d'ouverture de porte, on a des ampoules connectées qui nous permettent d'allumer, d'éteindre la lumière. On n'a pas tout ça chez nous, mais en tout cas, on en voit de plus en plus dans le commerce. Thermostat connecté, des wearables sur nous, un téléphone connecté. Voilà, on a plein de périphériques chez nous. Mais le problème, c'est que tous ces objets et tous ces services, ils ne se parlent pas entre eux. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'aimerais bien que ma lumière, elle s'allume toute seule, que le Spotify, il se relance. Quand je pars de chez moi, j'aimerais bien que Spotify se coupe, que la lumière, elle s'éteigne. En fait, j'aimerais que tous ces services, ils interagissent entre eux et ils soient capables, du coup, de mieux m'aider et pas juste de faire leur fonction. Donc ça, c'est le constat que j'ai fait il y a quelques années et je ne suis pas le seul à avoir fait. Et du coup, il y a pas mal d'assistants qui sont nés de ce constat. Et puis, j'ai vu le film Iron Man. Et je me suis dit, dans Iron Man, vous voyez, on voit Tony Stark qui rentre à la maison et là son assistant Jarvis qui lui parle, donc il arrive directement, Jarvis lui allume la lumière, lui ouvre sa porte, gère le thermostat, ses rendez-vous, lui dit quand il doit partir. Voilà, il gère un peu toute sa vie et dans le film on est un peu impressionné de voir un assistant intelligent à la maison. Et moi j'ai vu ce film et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas avoir ça à la maison? Est-ce que je pourrais pas avoir mon propre Jarvis qui va contrôler un peu tout chez moi et qui va un peu m'aider au quotidien? Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour faire un Jarvis? Est-ce que en fait, c'est vraiment de la science-fiction comme dans le film, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire? En tout cas, il y a 4 ans, est-ce qu'on est capable de le faire? C'est ce que je me suis posé comme question. Je me dis, oui, on a l'agenda, il est en ligne, donc je suis capable de savoir quand je dois partir pour un rendez-vous. Je peux calculer le temps de trafic, donc je peux savoir exactement quand on va partir. Je peux contrôler la lumière grâce à mes ampoules Philips Hue, par exemple, et du coup, tout rallumer quand je rentre, éteindre quand je pars. J'ai une enceinte connectée, donc je peux gérer la musique. Machine à café connectée, des détecteurs d'ouverture de porte. Enfin, en fait, on a une pléthore d'objets connectés, de services connectés qui font qu'en fait, avoir un assistant intelligent, c'est possible. Et en tout cas, c'était possible
en 2014. Et du coup, la réponse à ma question, c'est rien. Il manque rien pour faire un assistant intelligent. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose qui puisse m'aider au quotidien? Et donc, en 2014, j'ai lancé Gladys, donc un assistant intelligent, qui va se connecter donc à tous les périphériques dont je vous ai parlé au début de la présentation, qui va regrouper tout ça dans une interface. Donc, je vais pouvoir configurer mon logement, tout ça, dire à Gladys exactement les interactions que je veux. Et ensuite, je vais pouvoir discuter avec elle, donc soit par message, soit de façon vocale. On trouve sur son smartphone Gladys, on peut lui envoyer un petit message via Telegram, c'est une application de messagerie assez connue. Et on peut retrouver aussi tout ça dans l'interface, comme je disais. Et alors, ces assistants, comme j'ai dit, il n'y a pas que Gladys. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui se sont intéressées à la question, notamment Apple en 2011 quand ils ont lancé Siri sur les iPhones. Donc à l'époque, c'était juste sur le téléphone. À l'époque, ça faisait peu de choses. On pouvait juste demander d'envoyer un message ou de demander un rappel ou des choses comme ça. Il me semble qu'il y avait une dizaine de fonctionnalités, mais c'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose à l'époque. Je pense que c'est c'était une des premières boîtes à avoir lancé en tout cas un assistant vraiment dans la poche des gens assez tôt. Et puis ensuite, récemment, ils ont lancé le HomePod l'année dernière, qui fait à peu près les mêmes fonctionnalités que le Google Home qu'on voit ici, mais façon Apple avec Siri. Donc j'étais pas le seul sur le marché. Il y a aussi Google, donc, comme je disais, qui s'y est mis. En 2012, ils avaient lancé Google Now, c'était un peu l'inverse de Google Assistant maintenant, c'est-à-dire que c'était plutôt une approche prédictive, on ne pouvait pas lui parler, mais en fait, par exemple, quand vous aviez un vol dans la prochaine heure, il allait vous envoyer directement votre boarding pass sur votre tablette, il allait faire des choses un peu dans la prédiction, vous aider avec la météo pour les prochains lieux où vous allez aller, les choses comme ça. Donc ils avaient lancé ça à l'époque, et puis il y a 2 ans, ils ont lancé Google Assistant, donc on a vu en démonstration au début. Et puis il y a aussi Amazon avec Alexa, lancé en 2014, qui est exactement le Google Home, mais façon Amazon. Donc une petite enceinte qu'on a à la maison, on peut lui parler, et elle répond, elle effectue des actions. Et du coup, comment ça fonctionne tout ça? Comment un assistant intelligent, ça va vraiment fonctionner sous le capot? Donc déjà, la première étape, ça va être la reconnaissance vocale. Donc la reconnaissance vocale, il y a plusieurs étapes. Une des questions qu'on se pose toujours, c'est mais du coup, est-ce que ça écoute vraiment tout le temps? Et comment ça fait pour écouter tout le temps et du coup détecter quand moi j'ai envie de lui parler? Donc on a vu, pour déclencher le Google Home, il faut lui dire « OK Google ». Alexa, c'est pareil, il faut lui dire « Alexa », quelque chose comme ça. Siri, il faut lui dire « Dis Siri ». Gladys, il faut lui dire « Gladys ». Alors en fait, comment on fait pour arriver à écouter tout le temps, mais sans saturer le réseau, sans que l'appareil soit tout le temps en train d'écouter? Alors en fait, ce qu'ont fait toutes les sociétés, ils ont enregistré le mot-clé des milliers de fois avec beaucoup d'utilisateurs qui disent le mot-clé OK Google plein de fois, pour avoir un peu toutes les façons de dire le mot-clé OK Google. Et ensuite, avec du machine learning, ils ont créé un modèle qui est capable de reconnaître ce mot-clé en particulier. Et ce modèle, il est loadé, en tout cas sur tous les périphériques en offline. Et ça permet en fait, du coup, à tous les périphériques qui sont capables d'entendre ce mot-clé, d'écouter en permanence, mais sans utiliser trop de charge CPU, en tout cas sans que ça soit trop compliqué, et surtout envoyer tout le flux audio à des serveurs externes. Donc toute la partie reconnaissance du mot-clé en attente, elle se fait en local sur le périphérique, donc c'est la même chose avec Gladys. Ensuite, dès que le mot-clé est entendu, on va avoir une partie écoute active, donc là tout le flux audio est envoyé au serveur, donc soit de Google dans le cas de Google, soit dans le cas d'Apple, Apple dans le cas d'Apple. Et ensuite, le serveur va renvoyer un texte, du coup la voix qui a été reconnue à partir de ce que vous avez prononcé. Et ensuite, l'assistant va prononcer la réponse et faire l'action en tout cas que vous avez demandé. Alors du coup, l'analyse du texte, comment ça fonctionne? Comment derrière, on arrive à savoir que quand je dis quel temps fait-il, il faut aller chercher la météo, me la retourner et me dire vraiment la météo. Du coup, une approche simpliste qu'on pourrait avoir, on pourrait se dire, je pourrais juste lister tous les cas de phrases qu'il faut dire, et après faire une suite de si dans mon code. Je vais dire, si la phrase c'est quel temps fait-il, on répond ça. Donc on va pouvoir faire ça, mais très vite on va se rendre compte que si je dois lister toutes les phrases, parce que quel temps fait-il, je peux lui poser est-ce que je dois prendre mon parapluie demain, est-ce qu'il va pleuvoir demain, est-ce qu'il fait beau à Toulouse, il y a des tonnes de possibilités de phrases, et on se rend compte qu'en fait, faire ça va prendre du temps, et c'est pas très intelligent. Donc là, on n'est pas vraiment dans de l'intelligence artificielle, on est vraiment dans du basique. Donc c'est pas ça qui est fait, je vous rassure. On utilise donc des techniques de machine learning, donc des techniques qui permettent à une machine d'apprendre ce qu'il faut faire à partir d'input. Par exemple, pour vous donner un exemple de machine learning tout simple, imaginons que je vais apprendre à une machine à reconnaître une image de voiture. Moi, je vais avoir un ensemble de lots d'images de voiture. Je vais montrer tout ça
un programme qui va apprendre à voir un peu les caractéristiques d'une image de voiture. Et ensuite, ça va créer, comme je disais, un fichier modèle. C'est exactement comme pour reconnaître le mot OK Google. Et ensuite, à partir d'un input d'image de voiture, quand je montrerai une nouvelle image de voiture, il sera capable de sortir un output. Est-ce que c'est une voiture ou non? C'est exactement ce qu'on fait avec les phrases. Dans Gladys, par exemple, donc ce procédé s'appelle la classification en machine learning. Donc dans Gladys, moi j'ai demandé à ma communauté d'utilisateurs de me dire toutes les phrases qu'ils aimeraient demander à Gladys. Donc en gros, en ligne, j'ai donné un formulaire et toute ma communauté a rempli plein de questions. Donc ça m'a donné une liste de toutes les features, tout ce que voulaient les gens. Et en fait, au lieu de du coup faire plein de petits if dans mon code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste appris à Gladys à reconnaître ces phrases, donc grâce à la classification. Donc chaque phrase, je leur ai assigné un label. Donc un label, ça correspond à une action dans Gladys. Et ensuite, en gros, en faisant tourner un petit programme dessus, le programme va apprendre à reconnaître quelle phrase engendre quelle action. Et du coup, si je lui demande une autre phrase qui est assez similaire de quel temps fait-il, par exemple, mais qui n'est pas exactement pareille, elle saura que y a 80% de chances que là, il veut savoir quel temps fait-il dehors. C'est une approche un peu plus smart et moins dure. On va aussi passer par une étape extraction d'informations. Donc par exemple, en plus de savoir qu'il faut allumer ou éteindre un périphérique, par exemple, dans le cas de Gladys, je peux avoir envie de désigner un objet en particulier, je peux avoir envie de dire « réveille-moi demain à 10h », donc il faut extraire la date demain à 10h. Éteins ma lampe de bureau, il faut savoir que lampe de bureau, c'est un périphérique dans ma maison qui a été nommé lampe de bureau. Allume la lumière du salon, salon c'est une pièce chez moi, du coup Gladys est capable de savoir que c'est une pièce chez moi. Et du coup, quand on a ces deux informations, donc l'information qu'il faut allumer la lumière et que le paramètre et qui a été reconnu c'est salon, c'est une pièce chez moi, l'assistant intelligent il est capable d'effectuer donc l'action d'allumer la lumière dans le salon. Donc voilà comment ça fonctionne. J'espère que vous avez compris. Et ensuite, la troisième étape, c'est les actions. Donc là, on a reconnu la voix, donc on a eu un texte. À partir du texte, on a été capable de le classifier et d'extraire l'information. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut effectuer l'action. Donc quel temps fait-il demain ? On va appeler un service de météo pour savoir quel temps il fait demain. Rappelle-moi de faire des courses, on va appeler le service de courses, enfin le service de rappel. Allume la lumière du salon, on va appeler la lumière, enfin en tout cas la technologie que j'ai dans mon salon, on va l'appeler et on va lui dire allume-toi. À quelle heure est mon premier rendez-vous demain ? On appelle mon calendrier en ligne et il répond. Et ensuite, en fait, ce que vous voyez, c'est que tout ça, c'est pas en fait l'assistant intelligent qui le fait, il fait juste appel à toute une gamme de services qu'on a déjà. Et du coup, en fait, toutes ces briques, c'est jamais en fait le constructeur qui va les mettre en place. C'est jamais Google qui va devenir expert en absolument tout, gérer, créer des services de météo, créer des services de... Non, ils font juste appel des services qui existent déjà. Donc dans Gladys, on a un programme développeur, par exemple, c'est-à-dire que n'importe qui peut coder un petit module, un peu comme une app sur un iPhone, qui lui va faire une chose, donc par exemple contrôler des Philips Hue. Donc le module est juste capable, quand on lui dit allume une lumière dans une pièce, de l'allumer. Un module Sonos pour gérer mes enceintes Sonos et donc allumer la musique, couper la musique, changer de playlist, des choses comme ça. Et du coup, Gladys se concentre juste sur la partie intelligence, la partie reconnaître le texte, quelle action il faut effectuer, mais ensuite elle fait appel à des services externes qui eux sont capables d'appeler la bonne API et d'appeler le bon service. Donc en fait, tous les fabricants ont leur programme développeur. Amazon, ils ont le programme Alexa Skills, donc on peut créer des skills, c'est-à-dire donner des phrases qui vont déclencher des actions. Vous voyez, il y a plein de choses pour contrôler la maison, pour appeler des services de news, il y a un peu de tout. Et leur objectif, c'est clairement d'avoir le maximum de compatibilité pour après avoir le maximum de fonctionnalités. Pareil chez Google, il y a le Google Assistant for Developer qui permet du coup pareil de créer des applications pour Google Assistant. Et la même chez Apple avec SiriKit qui permet de créer du coup des applications qui fonctionnent avec Siri. Donc vous voyez que tout le défi, c'est pas juste de créer l'assistant, c'est après de rallier toute une communauté de développeurs, de gens qui vont vouloir créer des applications par-dessus l'assistant pour contrôler plus de périphériques et faire plus d'interactions. Et la conversation, comme je disais, elle n'est pas juste vocale, elle est aussi par message. Donc on n'a pas forcément toujours envie de parler, des fois on veut juste envoyer un message. Par exemple, je sais pas, je veux partir de chez moi, je veux juste envie d'envoyer un petit message, je pars pour tout couper chez moi, que la lumière se coupe, la musique se coupe. Et ben je peux juste sortir mon téléphone, envoyer un petit message dans la voiture et hop, c'est fait. Donc il y a plusieurs plateformes qui ont rendu ça possible, parce que là encore, c'est un peu lourd de devoir à chaque fois développer une application qui va faire de la messagerie, là où il y a des super applications de messagerie qui existent. Donc soit Telegram par exemple, ou Facebook, via Messenger. Et du coup, ces deux applications ont créé des plateformes où on peut créer des bots très facilement. Et du coup, on peut créer
une sorte d'utilisateur qui est juste un bot, qui ensuite va rediriger toutes les questions vers derrière l'assistant intelligent. Donc Gladys dans le cas de Gladys ou d'autres assistants intelligents sur le marché. Donc le futur, moi je vais vous dire comment je vois moi en tout cas le futur des assistants intelligents. Moi je pense que les assistants intelligents vont permettre de faire encore plus de choses. Dès que des nouveaux développeurs créent des possibilités, c'est-à-dire un développeur crée une application pour contrôler, je sais pas, le frigo, le four, bah, ça veut dire que mon assistant intelligent il est capable de contrôler mon four. Donc ça veut dire que je peux dire ok, bah, dès que je rentre chez moi, j'ai envie que le four soit chaud parce que là je rentre avec un poulet et je veux que le four soit chaud quand j'arrive. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple de scénario, ça c'est un exemple de scénario qui fonctionne avec Gladys aujourd'hui et j'espère que de plus en plus de gens auront ce genre de choses chez eux. Donc le matin, par exemple, Gladys elle va vous réveiller parce qu'elle a vu qu'à 8 h, vous avez une réunion dans votre calendrier et qu'il faut 30 minutes de temps de trafic pour aller au travail. Si par exemple c'était 20 minutes hier, elle vous a réveillé un peu plus tard, 30 minutes aujourd'hui parce qu'il y a du trafic, elle va vous réveiller un peu plus tôt pour vous arriver à l'heure au travail. Elle sait que vous mettez par exemple 30 minutes aussi pour vous préparer, ça vous le rentrez dans Gladys. Et du coup, elle va vous réveiller à 7 h automatiquement sans que vous ayez mis d'alarme sur votre téléphone. Elle vous réveille avec un petit scénario sympa, de la musique douce, les lumières progressives dans le salon, un café prêt. Ensuite, vous allez partir de la maison. Elle va détecter que vous n'êtes plus là. Par exemple, moi j'ai un petit porte-clés un porte-clés Bluetooth sur mes clés. Et du coup, dès que je sors de la maison, bah, directement Gladys, elle sait que je suis plus à la maison parce que le porte-clés n'est plus vu. Et du coup, elle est capable de lancer un scénario au départ de la maison avec tout qui s'éteint, la maison qui passe en mode sécurité pour que s'il y a quelqu'un qui arrive chez moi, ça sonne. Ensuite, à 18 h, ça va passer en mode retour à la maison. Donc par exemple, Gladys détecte que je rentre dans ma voiture ou que ma voiture ça rapproche de chez moi. Et directement, elle va pouvoir, je sais pas, relancer le chauffage pour qu'il fasse chaud quand j'arrive ou des choses comme ça. À 23 h, je vais poser mon téléphone sur ma table de nuit. Gladys voit que je pose mon téléphone sur la table de nuit. Elle va par exemple fermer les stores de la maison, éteindre la lumière et passer en mode nuit. Voilà. Donc ça, c'est les scénarios qui deviennent de plus en plus possibles grâce à tous les services, grâce à tous les objets qu'on a de plus en plus connectés. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus à l'avenir. Ça, par exemple, c'est le mode romantique chez moi. Donc j'appuie sur un petit bouton et directement Gladys elle est capable de diminuer la luminosité, un petit mode rouge et du George Michael en arrière-plan. Et aussi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de machine learning. Actuellement, il est surtout au niveau de la partie reconnaissance donc vocale et textuelle. Mais je pense qu'il va aussi arriver sur toute la partie analyse d'habitude. C'est-à-dire que si, par exemple, votre assistant intelligent il remarque que tous les jours, quand vous rentrez à 19 h, il fait nuit et vous allumez la lumière quand vous rentrez, bah, il peut peut-être en fait détecter que ça, c'est un comportement que vous faites tout le temps. Et du coup, la prochaine fois que vous arrivez chez vous, bah, il détecte et il allume la lumière avant que vous le fassiez. Donc ça, je pense que... Parce qu'actuellement, dans Gladys, par exemple, les scénarios, il faut les créer sur une interface. Vous dites, bah, quand je rentre, j'ai envie qu'il se passe ça. Mais on peut imaginer qu'à l'avenir, grâce à tous ces algorithmes, grâce à tout ce machine learning, on est capable de détecter des habitudes et du coup créer des scénarios automatiquement. Je pense que le machine learning va beaucoup aider en tout cas dans ce domaine. Et du coup, une question, on en parlera je pense après dans le talk d'après, je ne vais pas empiéter, mais et la vie privée et la sécurité, là on parle d'un assistant du coup, qui connaît tout sur moi, il sait quand je me réveille, c'est lui-même qui me réveille, il sait quand je rentre chez moi, il sait quand je pars de chez moi, ça fait quand même un peu peur. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont du coup pouvoir contrôler chez moi? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent savoir quand je me réveille, qui voient les caméras de chez moi, qui voient un peu tout ce que voit l'assistant? Donc c'est un vrai sujet, et chaque acteur a eu sa politique en tout cas au niveau de ce sujet. En tout cas, dans Gladys, ça tourne en local, c'est-à-dire que c'est un programme que vous installez chez vous, donc c'est un petit boîtier un peu comme le Google Home, c'est sur un Raspberry Pi, on installe ça chez soi et la base de données de Gladys, elle est locale et elle ne sort jamais du Raspberry Pi, c'est-à-dire que toutes les données, elles sont chez vous et du coup, il n'y a aucun problème en tout cas de vie privée avec Gladys, étant donné que vous êtes maître de vos données. Donc personne ne peut contrôler, en tout cas en dehors de chez vous, ce que vous faites chez vous. Voilà. Et donc Gladys aujourd'hui, pour faire un petit bilan, c'est plus de 28 000 téléchargements, donc il y a de plus en plus de gens qui ont compris en tout cas que la vie privée c'était important sur ce genre de projet, et qui du coup ont installé Gladys à la maison, et on est une grosse communauté de plus de 2000 membres qui créons du coup, comme je disais, des modules pour permettre de contrôler de plus en plus de choses à la maison, et du coup de faire de plus en plus de choses avec Gladys. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris.